Se diviser en atelier. On a invité quelqu'un qui va venir nous faire une introduction à cette question-là pour nous donner un peu plus de jus, comme je pourrais dire, pour les débats. Alors, c'est un militant actif dans plusieurs organismes. Il est le président national du Forum du Bloc québécois. Et puis, il vient nous faire une introduction sur les principales objections contre l'application de la loi 101. Donc, je vais prendre avant M. Pierre, Simon Pierre, ça va ressembler. Tout le monde m'entend bien comme alors, écoutez, quand on m'a invité à faire cette présentation-là, évidemment, moi, je suis un ardent partisan de la loi 101 au Cégep depuis plusieurs années. Mais sur la question même des objections principales, il a fallu quand même que je travaille pour bâtir mon argumentation là-dessus. Je n'étais pas nécessairement calé là-dessus. Il y en a un qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, il faut que je remercie là-dessus, c'est Benoît Dubreuil, qui m'a vraiment donné un sacré coup de main là-dessus. C'est d'ailleurs lui qui a fait la même conférence sur le même sujet, en fait. Quand un événement similaire a été fait à Montréal, si je me rappelle bien, c'est en septembre passé, sur la même question organisée par le Conseil de la souveraineté. Alors, je remercie Benoît pour ça, il va sûrement le voir dans la vidéo. Donc, l'application... au niveau collégial, les dispositifs qui sont prévus par la Charte de la langue française, actuellement au niveau primaire et secondaire, on s'entend que ça va amener de la controverse. Ça va faire jaser, ça va prendre beaucoup de courage politique. Je vais m'attarder surtout sur les objections politiques qui peuvent être évoquées, et non pas sur les objections quant à la faisabilité, parce que ça prendrait plus d'études, notamment au niveau des infrastructures, de la transition des enseignants actuellement d'un réseau à l'autre, etc. Ça ne sera pas mon sujet, je vais laisser ça à d'autres dans des travaux ultérieurs. Mais, tout d'abord, il ne faut pas oublier d'abord que l'établissement de la Charte de la langue française en tant que tel, ça a été autrefois quelque chose de difficile. Fait que si on fait un changement de même, ça risque d'être encore d'une certaine façon difficile. Parce que la première objection, c'est qu'on va nous accuser de se livrer à une radicalisation dangereuse. Ça, pour répondre d'abord à cette objection-là, à l'effet qu'on radicaliserait le nationalisme québécois et le mouvement souverainiste par la même occasion, la première chose à faire, c'est de rappeler. Rappeler d'abord que la Charte de la langue française en tant que telle, ça a pris un psychiatre, ça a pris le calme et l'intelligence d'un psychiatre pour faire le tour, pour le vendre à l'opinion publique, malgré l'opposition initiale d'une grosse partie de son caucus, de l'ensemble des partis d'opposition, de son propre chef, René Lévesque, qui craignait ça, la Charte de la langue française. Mais il a réussi à le faire. Ce qui était le radicalisme d'hier est maintenant une normalité. À l'époque, les libéraux ont voté contre, même l'Union nationale, qui est un parti nationaliste, s'il y en a eu un dans l'histoire, je pense que ça s'en est un, a voté contre. Maintenant, tous ceux qui étaient opposés dans le temps, il n'y a aucun politicien qui va dire que c'était un mauvais geste. Même Stéphane Dion dit que c'était une grande loi canadienne. Et quand on voit ce que la loi 101 est devenue à coup de Cour suprême, maintenant on est porté à lui donner raison, malheureusement. C'est effectivement une grande loi canadienne maintenant. Et tout ça pour dire que personne ne s'oppose maintenant au principe de la loi 101. Puis probablement d'ailleurs que si on l'appliquait au Cégep, dans quelques années, ça serait considéré comme étant la normalité, puis on penserait, plus le recul serait grand, plus on penserait même, pour les nouveaux arrivants notamment, que ça a toujours fait partie de la Charte de la langue française, c'est pas quelque chose de particulièrement récent. La deuxième façon de répondre à cet argument-là sur la radicalisation du souverainisme et du nationalisme, c'est de dire, tout simplement, que c'est une mise à jour, que c'est une actualisation, que c'est une bonification de la Charte de la langue française antérieure. Parce que, moi d'ailleurs, écoutez, quand je parle de la langue française, je vais souvent dans des discours plus passionnés, je mets la passion, tout ça, mais ici, si on veut avoir des chances que ça passe, il faut la présenter sobrement. C'est une modernisation tout simplement parce que le monde change. Le monde évolue. Le marché du travail, pour commencer, a évolué aussi. À l'époque, dans les années 70, quand la loi 101 a été mise en place, il suffisait d'avoir un diplôme secondaire, on pouvait avoir un emploi directement sur le marché. Maintenant, on dit souvent qu'un bac, c'est pas suffisant et qu'il faut avoir une maîtrise de nos jours.
Donc le monde du travail a évolué, puis le cégep fait de plus en plus partie dans l'esprit d'un bon nombre d'employeurs, puis dans l'esprit d'une bonne partie du monde. Le cégep fait partie de la scolarité minimale. C'est comme c'est le plancher de la scolarité de base, finalement. Et puis, la deuxième évolution qu'il y a eu, puis qui est reliée à ça, puis qu'il faut prendre en compte, c'est l'immigration, qui a changé autant dans la quantité que dans la qualification. Au niveau du nombre, dans les années 70, on recevait environ 25 000 immigrants et moins par année. Aujourd'hui, on en reçoit 40 000, si ma mémoire est bonne. C'est beaucoup plus. Puis d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse là-dessus. Les seuils d'immigration, on dirait que c'est un tabou au Québec. C'est un débat qu'on semble pas vouloir aborder. Pourtant, ça a des effets sur notre société, puis il va falloir en parler. Il va falloir avoir les débats là-dessus éventuellement. Et pour revenir au sujet, c'est que les immigrants qui arrivent maintenant en plus grand nombre, arrivent souvent avec des diplômes qui sont peu reconnaissables au Québec, et maintenant sont obligés de refaire le cégep. Puis qui est, comme je disais tout à l'heure, désormais un minimum, une étape minimale dans la scolarité de base, le cégep. Donc ils sont obligés de le faire. Puis maintenant, évidemment, vers quel réseau ils se tournent? Vers le réseau anglophone. Alors c'est là où le bas blesse. Tout ça pour dire que par rapport, pour terminer sur cette critique-là, c'est absolument pas une mesure passéiste que d'appliquer la loi 101 au cégep. Bien au contraire, vivre dans le passé, c'est de ne pas se rendre compte justement de ces mutations économiques-là, de ces mutations sociologiques-là. Donc finalement, c'est pas le PQ qui se radicaliserait s'il l'adoptait, ce serait les libéraux qui vivraient dans le passé avec ça, en ne constatant pas que le monde change. Tout simplement. Un autre argument qu'on entend souvent. Puis une critique aussi sur laquelle il faut s'attarder parce que c'est celle qui est la plus susceptible de nous faire du mal politiquement. C'est celle à l'effet qu'on priverait les francophones d'une manière d'apprendre l'anglais. Combien de fois vous l'avez entendu? On l'entend très souvent. Moi-même, j'ai eu le débat très souvent avec des gens, pas nécessairement des militants, mais avec des gens de la population, des personnes qu'on pourrait qualifier de baromètres, qui nous donnent un peu la vie du citoyen moyen. Moi, je l'ai eu souvent, ce débat-là. Puis qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? On constate les sondages. D'abord, les francophones, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent du cégep, de l'obligation de fréquenter le cégep en français, ils vont dire non pour eux. Mais quand on leur demande, pensez-vous que les allophones devraient être obligés, ils vont dire oui. Donc, autrement dit, ils savent que du côté des allophones, il y a un danger, tandis que pour eux, il n'y a pas vraiment de danger d'anglicisation. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on y arrive. Sauf que, par rapport à ça, par rapport au libre choix des francophones, pour commencer, ils veulent garder le droit d'y aller, mais actuellement, ils sont 95% à aller au cégep en français. C'est-à-dire, le libre choix, ils ne l'utilisent pas. Ils veulent garder la porte ouverte, d'accord, mais ils ne l'utilisent pas. Ça veut dire qu'on pénaliserait seulement 5% des francophones avec une mesure comme ça. Je pense que quand on regarde au niveau de la balance, le jeu en vaut largement la chandelle sur ce plan-là. Ensuite, 50% des allophones vont évidemment au cégep en anglais. Puis c'est là que c'est dangereux, c'est là-dessus qu'on veut jouer. Puis en ce qui concerne évidemment la minorité anglophone, ils ont leurs droits historiques, on ne peut pas y toucher comme on le dit amplement. Il faut les protéger leurs droits, bien qu'on ne leur accorde pas le droit d'assimiler les nouveaux arrivants et les allophones. Et c'est auprès d'eux que ça se joue, évidemment. C'est eux la population cible. Les francophones, par contre, pour le 5% qui vont quand même au cégep en anglais, ce qu'on constate avec certaines données, puis notamment avec les données que Patrick Sabourin nous présentait tantôt, c'est que c'est souvent des francophones qui sont en voie d'anglicisation lorsqu'ils sortent de là. Même s'ils viennent de nous, même si leur langue maternelle est le français, ils ne sont même pas eux-mêmes à l'abri de l'anglicisation, de l'assimilation finalement. Et puis, d'après moi, aussi pour terminer sur ce volet-là, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des gens qui veulent vraiment perfectionner leur anglais, qui vont au cégep en anglais? Je ne suis pas certain. Pensez-y. Au cégep, c'est le moment où on choisit notre carrière professionnelle, où on s'oriente là. Est-ce qu'on veut, où on doit aussi avoir des bons rendements scolaires, les meilleurs qui soient? Est-ce qu'un jeune qui s'en va étudier là doit avoir une base suffisante en anglais? Oui, évidemment, parce que si on n'est pas suffisamment bon en anglais, on ne va pas aller au cégep anglais pour affronter des anglophones dont leur langue maternelle est l'anglais, qui ont toujours grandi en anglais, puis
quand tu parles anglais, c'est aussi naturel que quoi que ce soit. Là. Ceux qui vont au cégep en anglais, c'est donc des gens qui sont déjà excellents. Fait que l'argument, comme quoi on empêche les francophones d'apprendre l'anglais avec ça, c'est tout simplement nul et archi nul. Maintenant, le troisième argument qui nous fait mal aussi souvent, c'est à l'effet qu'on priverait la population d'un droit fondamental. Bon, d'abord, juridiquement, là, je ne suis pas avocat, je ne suis pas un expert dans les matières juridiques, là, mais j'ai vérifié un peu, il n'y a absolument rien qui peut dire qu'on prive d'une liberté fondamentale. On ne prive pas un droit fondamental aucunement. Il n'y a rien qui dépasse les limites de la démocratie là-dedans, si jamais on le faisait. Là. Je pense que c'est clair là-dessus. Maintenant, politiquement, soyons clairs. C'est sûr que c'est de la coercition. C'est sûr qu'on limite d'une certaine façon le libre choix, très clairement. Et tout comme la loi 101 le faisait autrefois d'ailleurs. Mais c'est justement depuis que la science politique existe, on théorise l'État comme étant une mise en commun des souverainetés personnelles, des libertés individuelles, pour une partie au nom du bien commun. C'est justement l'État qui a ce monopole de la coercition-là. Et si on ne l'avait pas exercé, où est-ce qu'on en serait? Quelle en serait notre situation linguistique aujourd'hui? Je pense qu'elle serait pas mal plus... on aurait régressé encore plus qu'on le régresse déjà. On a eu assez de recul comme ça. Je pense qu'on serait... est-ce qu'on existerait encore seulement? Oui, mais on serait une minorité folklorisée. On en serait beaucoup plus loin qu'on l'est présentement. Donc, pour terminer, il y a des objections. Ça va être difficile. Il y a des critiques. Et maintenant, ça en a pris aussi autrefois. Ça en a pris quand Lorrain, il a fallu qu'il fasse le tour du Québec, puis qu'il l'impose à son chef, qu'il l'impose à son caucus, qu'il le fasse voter au Parlement, qu'il bâtisse un gros chantier linguistique avec ça, entouré de Fernand Dumont, de Guy Rocher, de gens très brillants. Ça a pris du courage politique. Et ça va en prendre, comme ça en prend toujours. Puis en ce moment, on manque de leadership au Québec, on s'entend là-dessus. Mais ce qui est controversé aujourd'hui va probablement faire l'unanimité dans quelques années. Fait qu'il faut le faire. C'est une étape difficile, certes. Et d'après moi, c'est nécessaire, c'est vital et surtout, c'est possible. Comme j'espère vous l'avoir démontré, du moins politiquement, qu'on est capable de contrer les attaques qui fusent de toutes parts de ce côté-là. Puis, pour terminer, je dirais que si on a peur à nouveau, si on continue à avoir peur de se regarder dans le miroir, comme disait un ancien premier ministre, malheureusement de notre obédience politique, c'est tout le Québec qu'on ne reconnaîtra pas bientôt. Je vous remercie. Monsieur Labo. Oui. Seulement une question pour éclaircir. Qu'est-ce que la charte française, la charte de la langue française, et la loi 101? Est-ce qu'il y a une distinction à faire ou c'est deux organismes à bord? C'est que la loi, la charte de la langue française a été adoptée le 101e jour de la session parlementaire, d'où le nom de loi 101, tout simplement. La loi 101, c'est son petit nom. Oui, c'est la même chose. Je veux savoir, c'est de la même famille. Le nom commun. C'est la loi 101, c'est la loi. On l'appelle. Monsieur Beaulieu. L'application de la loi 101, oui. Pourquoi on arrive aujourd'hui et on dit on va appliquer ça au cégep? La loi 101, ça n'est pas appliqué depuis qu'elle est fondée à tout l'ensemble de la population du Québec. Pour les écoles primaires secondaires, mais pas pour les cégeps. Oui, c'est marqué dans le charte, pas pour les cégeps. C'est pas écrit les cégeps, c'est juste écrit secondaire. Mais comme je vous l'expliquais, c'est... Pourquoi on n'envoie pas au cégep tout pareil? C'est parce que c'est un ajout qui s'est fait à l'éducation, quoi. Parce que à l'époque de l'application de la première mouture de la loi 101, l'application au cégep n'était pas nécessairement une exigence, comme je vous l'avais dit, c'était un autre monde, un autre univers. Maintenant, ça en est une exigence parce que le monde du travail a changé, parce que l'immigration a changé, tout simplement. Pourquoi ça ne s'applique pas? Pardon? Pourquoi ça ne s'applique pas? Parce qu'on l'a fait. Ben, il faut le voter. C'est pas prévu, c'est pas prévu à la base. C'est pas prévu, il faut. Ouais. Ah, ok. Mais juste, C'est beau lieu. tu peux faire un bémol sur la question du libre choix et de la coalition. Moi, je pense que c'est pas nécessairement une restriction de la liberté de choix, parce que la liberté de choix, si je veux m'en aller là-bas, tu m'empêches, OK. Mais là ce que la question des cégeps, c'est qu'on te finance une institution d'éducation
dans tous les pays, si je vais aux États-Unis, je n'aurai pas d'école en français ou d'école en Italie. À peu près, si je vais dans le reste du Canada, ils ne donnent pas d'éducation supérieure en français pour les nouveaux arrivants. Il n'y a aucun droit immanent à avoir une institution dans une langue ou dans l'autre. Puis donc, on n'imprime aucune liberté de choix. C'est pas coercitif. Sinon, il faudrait dire que c'est très coercitif en France parce qu'ils ne payent pas d'éducation en italien. Mais je trouve les adversaires présentent ça comme une question de liberté de choix. Mais on a aussi la liberté de choix en tant que payeur de taxes de décider dans quelle langue on veut financer nos institutions. C'est juste pour... C'est une façon de présenter la chose aussi. Ça revient aussi, comme je disais, l'État aussi comme mise en commun, au nom du bien commun aussi, étant donné qu'effectivement, comme payeur de taxes, on a le droit de choisir qui on finance, puis c'est la démocratie qui tranche quelle orientation on veut lui donner. Mais effectivement, c'est une façon de voir la chose. Tous les arguments sont bons pour contrer les critiques, effectivement. C'est beaucoup dans la manière de le présenter. Hein. Très souvent, beaucoup plus que sur le fond. Hein. Quand on parle aux gens, c'est vraiment ça. Puis souvent, on entend justement, puis souvent, j'ai la discussion même avec des militants archi convaincus qui disent « c'est dommage, mais c'est ça ». On ne peut pas l'imposer, la coercition non, la prévention oui, ça serait utile. J'ai même eu le débat avec ma propre vice-présidente, la vice-présidente de mon parti, Mme Barbeau, récemment. Un débat personnel, là, rien d'ouvert. Puis c'est ça, elle me racontait d'ailleurs que dans sa famille, elle avait quelqu'un qui allait fréquenter le cégep anglophone, puis elle me disait, j'ai tout fait pour la convaincre. J'ai dit, mais justement, c'est là l'utilité de mettre en place une législation comme ça. Monsieur? Moi, j'ai une petite question, retour en arrière, C'est dans la vidéo. Ça n'a pas trop tard. Les cégeps en français, à ce moment-là, ça a rapporté comme du beurre. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, d'abord, que le projet initial de Lorrain est allé encore plus loin que le projet qui a été adopté même quelques mois plus tard. Puis aller évidemment encore plus loin que ce qu'on a maintenant après les attaques de la Cour suprême. On l'a beaucoup changé. Effectivement, ça aurait pu être inclus, les cégeps, effectivement, ça aurait pu. Mais à l'époque, c'était pas nécessairement une exigence, contrairement à maintenant. Maintenant, c'est criant, maintenant, ça s'impose. Tandis que dans le temps, le marché du travail était beaucoup moins qualifié pour commencer. On considérait le secondaire comme étant déjà suffisant. Il y avait moins d'immigrants qui arrivaient par année. Puis toutes sortes de différences comme ça là, qui font qu'à l'époque, c'était pas nécessairement, ça s'imposait pas nécessairement. Mais effectivement, on n'aurait pas ce débat-là maintenant si ça avait été fait. Bon, on ne pouvait pas prédire 30 ans plus tard non plus. Juste pour clarifier un peu, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit que même René Lévesque, il ne pas la loi 101. Au départ. C'est ça. Et puis Camille Lorrain, il est obligé d'utiliser toute sa finesse et puis sa psychologie pour réussir à faire adopter ce qu'il a fait adopter à cette époque-là. D'inclure la loi 101, ça avait été un projet, mais ça ne peut pas parce que les oppositions avaient d'inclure le sujet là-dedans, et ça n'a pas passé parce qu'il n'y avait pas d'opposition. Oui, déjà là, il a été obligé de faire effectivement beaucoup de compromis. Il a consulté la population, il a consulté tout le monde, puis il est arrivé à ces compromis-là. Ce qu'on constate, ce qui est amusant, c'est que les critiques d'aujourd'hui, c'est vraiment les mêmes critiques qu'il y avait il y a 30 ans, pareil. On entend notamment qu'on ne peut pas imposer ça à des adultes, c'est ça la différence. On entend souvent ça, que la différence, c'est qu'au primaire, secondaire, c'est correct, parce que c'est des enfants, mais que là, c'est des adultes, c'est le libre arbitre. C'est n'importe quoi aussi. Parce que la loi 101 elle-même, originalement, il y avait toutes sortes de contraintes chez les adultes, notamment sur la langue d'affichage, puis toutes sortes de choses comme ça. M. Barcelou. La loi 101 à l'origine, est-ce que c'est pas la loi 101 à l'origine, est-ce que dans les congrès du Parti québécois qu'il y avait les années 80-90, la question de la loi 101 au cégep avait été abordée, ça je sais que oui. Puis si les années 90, ça avait été adopté, vous êtes appliqué la loi 101 au cégep dans un congrès des années 90. Oui, c'était dans le programme du Parti québécois en 1994.
C'est ça que je Oui, pense. tout comme il y avait l'abolition de la loi 80, 86, 82. À partir de 89, je pense. Le Congrès Même je peux juste, dans un des premiers programmes du Parti québécois, je pense en 69 ou en 68, ce que ça disait, c'est qu'on maintiendrait des institutions d'éducation pour la minorité historique anglophone, puis on les financerait proportionnellement à la population anglophone, du primaire jusqu'à l'université. Donc, dans les premiers programmes du Parti québécois, ça allait jusqu'à l'université. Donc, le livre qui sortit un chapeau comme ça, c'est ça que je veux dire par là. Non, mais ça a été longtemps que proposé. ça Dans les années 90 et 2000, ça a été amené 3 fois par Yves Michaud, notamment. À qui je fais une parenthèse, on doit toujours beaucoup des excuses officielles, mais c'est autre chose. Yves Michaud l'a amené 3 fois, si je me rappelle bien, 2005, 2000 et 98 aussi. Il y a un congrès en 96, en 2000, en 2000. Ah, c'est vrai, il n'y en a pas eu, 87. Je ne peux pas. J'étais là. Le congrès du miroir, c'est 96. Il y avait aussi justement la promesse, en 94, d'abolir la loi 86, qui était sur l'affichage bilingue. C'est là que Lucien Bouchard justement dit, si je devais faire ça, je ne pourrais plus me regarder dans le miroir. C'est comme je vous disais tout à l'heure, si on a peur de notre reflet dans le miroir, c'est le Québec au complet qu'on ne reconnaîtra pas dans pas long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant, c'est clair. Monsieur? Toujours pour éclaircir la situation, le quasi-choix au niveau collégial s'est imposé quand? Le quasi-choix. Parce que c'est le quasi-choix à l'heure actuelle. C'est arrivé vers quelle année, ça? Parce que j'ai été quand même 14 ans au ministère de l'Éducation. Le libre choix est là depuis l'existence des cégeps. C'est donc, je ne suis pas capable de me rappeler. Ça a toujours été là. Ça a toujours été là? Oui, c'est du statu quo. C'est désastreux. Oui. Désastreux. Alors, il reste une petite partie parce qu'on aimerait que les gens... Bon, merci. On va le remercier et puis... Ah, j'ai le droit à un panier, moi aussi. Merci, c'est très gentil. Merci à l'organisation pour ce cadeau. Merci de m'avoir aidé aussi. Je suis disposé à... si mon agenda me le permet, si vous me réinvitez, je vais regarder. Je vais tout faire pour être là si jamais. Merci à vous tous d'être là aussi.